Alors bonjour à tous et bienvenue dans Miles and Minds podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Millet, scientifique, auteur et conférencier. Donc Guillaume, ta recherche vise à la compréhension au traitement de la fatigue chez les athlètes et les populations cliniques. Tu es auteur de plusieurs livres, tu interviens régulièrement pour parler d'activités physiques, de sport, de fatigue, d'entraînement, de trail, lors de conférences pour tout un chacun et lors de congrès scientifiques. Nous allons pouvoir ensemble explorer ce sujet si vaste de la fatigue dans les sports d'endurance. Guillaume, comment ça va? Écoute, ça va pas plus mal que si c'était pire. Ouais, top. Merci, ça va. Merci d'avoir accepté, d'être là aujourd'hui pour évoquer ensemble, cette thématique. Pour commencer à comprendre un peu, ton parcours, j'aimerais, connaître la manière dont toi tu arrives là où tu en es aujourd'hui. Dans ta jeunesse, le jeune Guillaume, il veut faire quoi comme métier? Le jeune Guillaume, il est tellement vieux maintenant qu'il se rappelle plus ce qu'il voulait faire, hein, il était jeune. Mais, non, bah, moi j'ai toujours baigné dans le sport. On est d'une famille de sportifs. Mon père était professeur d'éducation physique et sportive. On habitait dans un endroit au Jura où on était vraiment, baigné là-dedans, et notamment les sports outdoor. Et juste pour te donner une idée, ouais, c'était quand même un peu une enfance de rêve. Il y avait, à 100 mètres de chez nous, il y avait une piscine couverte. Il y avait, une piste de ski alpin et un départ de piste de ski de fond. Et donc, on pouvait mettre les skis dans le garage et partir skier en ski de fond ou en ski alpin. Donc voilà, tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc c'est vraiment une grande chance. Et voilà, les parents m'ont donné et nous ont donné à mes frères et sœurs aussi, le goût du sport et de l'effort en général. Et ça et le plaisir associé à l'activité physique. Donc ça a pas de prix. Ouais, donc tu as baigné dedans, dès l'enfance. Du coup, c'est naturellement que ton parcours, même professionnel, va vers le sport et vers l'étude de la recherche dans le sport? Alors à l'époque où j'ai commencé mes études, c'était pas tout à fait des balbutiements, mais on était quand même, pas là où on en est rendu aujourd'hui en termes de recherche dans l'histoire du sport en France en tout cas. Les STAPS, qui s'appelaient d'ailleurs encore, quand c'était la limite, ça commençait à basculer entre UREPS et STAPS. Mmh, donc ouais, c'était à quel point je suis vieux. Mais, ouais, à l'époque, moi, je pense que quand je suis rentré dans le EURF ou FR-STAPS, c'était plus pour être professeur d'éducation et sportif et puis, sportif. Et du coup, après, ce qui me plaisait pas trop, c'était de bouger, il fallait forcément aller dans le nord. Alors j'ai absolument rien contre les gens du nord, bien à son peine, que quand on est amoureux de la montagne, aller dans des plats pays, c'est moins excitant. Donc, voilà, je me suis un peu pris au jeu, à cause de ça. Quand j'ai fait mon service unitaire, j'ai rencontré un copain qui s'appelle Cyril de Genevois, que je salue, je sais s'il m'écoutera, mais qui m'a dit: «Bah, tiens, il y a une maîtrise à Lyon, si tu veux». Donc comme, mon service militaire est à Lyon, j'ai fait l'année là-bas et ensuite je suis revenu à Besançon, là où j'avais commencé mes études pour faire ma thèse. Donc ça s'est un peu enchaîné, c'était un peu le hasard, et puis après assez vite, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment et que c'est ce que je voulais faire. Donc le hasard a bien fait les choses, on peut dire. Voilà. Je pense que la vie n'est une question de rencontres et de hasard, hein. Bah oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a aussi une partie de nos auditeurs qui te connaissent aussi pour, tes livres, grand public. Je pense à Réussir son UTMB, Les fatiguez-vous ou encore, Physiologie de l'exercice musculaire. Ces livres-là, ils s'ajoutent à des écrits que toi que tu fais qui sont plus scientifiques. Pourquoi c'est important, d'écrire, pour différents publics? Alors tout le monde ne le fait pas, parmi mes collègues. Certains, par une d'envie ou je enfin, ça que ils le font pas, mais moi je considère, parce que peut-être qu'ils considèrent simplement que ça fait pas partie de leur métier, que leur métier c'est soit d'enseigner, aux étudiants à la fac, soit de faire de la recherche et de publier dans des revues scientifiques uniquement. Moi je considère au contraire que ça fait partie intégrante de notre métier que de pas, garder nos recherches, pour des revues, spécialisées, accessibles. Alors même si maintenant avec la science ouverte, c'est de plus en plus accessible au public, mais entre le fait que ça soit accessible et le fait que les gens aillent réellement aux sources, je pense qu'il y a encore une marge. Donc faire cet effort de vulgarisation, de diffusion scientifique, je pense que c'est important. Et il se trouve que moi j'adore ça. Il y a rien qui me plaît plus que de faire, typiquement l'exercice que l'on est en train de faire, aujourd'hui ensemble, ou, encore mieux, d'aller parler, devant des salles, de gens qui sont, pas forcément au fait,
de ce que c'est que l'histoire du sport, l'importance de l'activité physique, que ce soit d'ailleurs dans le domaine du trail et de l'ultra ou dans le domaine de l'activité physique pour santé. Dans les deux cas, je me fais vraiment plaisir. Donc, voilà, je pense que c'est utile un petit peu et que je m'éclate. Donc, je le fais de beaucoup. C'est vrai que je fais bouquins, j'ai aussi libre, magazines, conférences, podcasts. Bon, certains diraient peut-être que j'en fais trop. C'est vrai qu'il était peut-être un petit peu trop rien qu'aujourd'hui. Il y a 2 enregistrements de podcast, par exemple. Bah, c'est peut-être un peu too much. Après, je me dis que ce ne sont pas les mêmes auditeurs. Chaque podcast a son public. Donc, bon, et puis après, si des gens intéressés m'entendent, on aura déjà répondu. C'est peut-être des quoi que voilà. Donc, je m'éclate, donc je continue. Ouais, c'est sûr et puis je trouve ça bien qu'il y ait cette idée d'aller vers les gens, parce que comme tu le disais plus tôt, même si la science, est plus ouverte, on n'y va pas forcément, quoi. De tout un chemin enfin fait. Non, bah, la difficulté, alors pour ce qui est euh, de l'ultra ou du trade, bon, c'est assez logique qu'on parle devant des gens qui sont convaincus, intéressés, motivés. Après, qui est un tout petit peu plus quand, c'est quand on parle de sport santé, c'est aussi souvent devant des gens qui sont convaincus. Et la difficulté, c'est d'aller chercher des gens qui sont au contraire sédentaires et d'aller prêcher à bonne parole, si je puis dire. Je me prends pas du coup pour la débilier, mais d'aller prêcher la bonne parole pour essayer de les convaincre de l'intérêt, le plaisir qu'ils pourraient prendre si avec parfois il suffit de pas grand-chose pour après il y aura toujours des irréductibles, de toute façon quoi qu'on fasse, resteront dans le mode de vie sédentaire, mais peut-être certaines personnes pourraient être une fraction de la population, je pense, avec des messages un peu plus ciblés, et pas que des messages, hein, d'autres types d'actions pourraient se mettre à bouger un petit peu plus. Et vraiment, par contre, c'est sûr, donc c'est compliqué d'aller chercher ces gens-là. Donc c'est un peu frustrant de parler qu'à des gens qui sont un peu déjà convaincus. Mais en même temps, je suis tellement, on essaye de faire, on fait en recherche d'ailleurs des choses pour aller chercher les gens dans les entreprises ou avoir avec des projets, on parlera peut-être de projet notamment, projet zéro tout ça. On essaie d'avoir un projet tellement, comment dirais-je, original, on va utiliser ce mot-là, que peut-être on n'arrive pas à toucher les gens qui sont vraiment le grand public. Donc, peut-être ça donnera envie, on l'espère, donc il y en a que pour cas. Bon bref, tout ça pour dire que l'activité, c'est vraiment d'aller chercher ces gens-là et ça, c'est un peu la petite frustration des fois. Bien sûr, c'est plaisant de parler devant des gens qui sont là pour écouter et puis, on espère que ça sert pas complètement à rien dans le sens où on espère que ça va quand même leur servir dans leur vie quotidienne, mais voilà, eux, ils ont pas forcément, énormément besoin de nous, alors qu'il y a d'autres personnes peut-être qui pourraient bénéficier un peu plus de ce type de discours. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus en détail de ce projet-là pour ceux qui ne connaîtraient pas? Projet zéro tout ça. Ouais. Il s'agit de prendre, 20 hommes, 20 femmes complètement sédentaires et de les préparer, de les suivre et de les tester régulièrement pour les amener à courir, à avoir les capacités de courir les 100 kilomètres en montagne, donc plus précisément la CCC, en 18 mois. Donc les sortir, non seulement les sortir de la sédentarité et les amener à bouger, les amener à courir un petit peu, et je pense que ça sera ça la difficulté, c'est de les amener de passer de 0 à être capable de courir 30 minutes ou 1 heure sans se blesser. Et ensuite, bon, on va pas s'arrêter là et c'est ça qui rend le projet original, et c'est que voilà, 18 mois, c'est quand même très long, avec 5 visites dans mon labo à Saint-Étienne pour suivre justement tous les progrès en termes de performance de course à pied, mais surtout de santé, c'est ça qui m'intéresse, sans doute. Voilà, 5 visites, 18 mois, 40 personnes, ça c'est quand même pas tous les jours qu'on fait des projets aussi ambitieux. Du coup, avec un fort impact potentiel, c'est aussi pour ça qu'il peut, j'espère, apporter quelque chose, un fort impact potentiel en termes de communication. Il y a beaucoup le sujet plaît, le projet pardon, plaît énormément, ouais. Maintenant, il reste à transformer l'essai, bon, déjà à conduire l'étude. Il y a plein d'embûches, hein, c'est sûr que c'est pas gagné, on est pas du tout sûr d'y arriver. Mais en tout cas, il y a beaucoup de partenaires qui s'engagent à nos côtés, de médias qui sont vraiment très, très intéressés. Pour l'instant, on n'a encore rien signé, mais on a des gros médias qui peuvent être intéressés. Donc tout ça pour dire que ça peut vraiment, toucher des cibles que l'on n'a pas forcément l'habitude de toucher avec nos études un petit peu plus classiques. Et voilà, maintenant, s'inspire beaucoup pour
arriver à monter ses projets et à conduire. On verra où ça nous mène, mais c'est exactement. Est-ce qu'il va être possible pour les auditeurs de suivre le projet, sur les réseaux sociaux ou autres? Ouais, ouais, on a nos réseaux sociaux, projet Zéro tout 100, à peu près tous les réseaux sociaux. On a un site internet aussi, www.zero tout 100. Alors c'est un mélange assumé des français et d'anglais, hein, donc le zéro, de toute façon, sur le site internet, c'est en chiffres. Zéro tout, T-O, 100 en chiffres aussi, .fr. Voilà, ça c'est le site internet. Il y a une petite vidéo, un petit teaser de 4 minutes, donc si les auditeurs, les auditeurs veulent, aller regarder ça, ils peuvent tout à fait, y aller. Ils peuvent me contacter, pas forcément pour participer, mais pour, même juste pour avoir, être tenu au courant. Donc il y a un formulaire de contact, ils peuvent nous envoyer un email et puis on en fera une newsletter quand le projet aura démarré, peut-être même un peu avant. Donc l'idée, c'est que ça démarre en février. Les tests ont commencé en février l'année prochaine et le début des entraînements en mars jusqu'à le CCC 2027. Voilà, donc Forbes qui tient de pas mal de partenaires et notamment Buterere qui, quand même nous a mis 42 ça, bon, même de l'assist, ça fait beaucoup de jaloux, même exposition. Donc c'est vraiment top d'avoir, cet engouement autour du projet, ça fait plaisir. Bon, bah, parfait, on a hâte de suivre ça alors, prochainement. Pour plonger un peu plus dans notre, sujet et commencer avec les fondamentaux, question bête mais nécessaire je pense. C'est quoi la fatigue et de quelle fatigue parle-t-on, dans les sports d'endurance? Alors déjà, moi, je suis toujours du principe qu'il y a pas de question bête. Ce qui est bête, c'est de garder une question pour soi et pas la poser. C'est quoi la fatigue? Et dans la fatigue, spécialement dans les sports d'endurance, hein, c'est ça la question. C'est ça. Ouais. Alors, la fatigue en général, c'est justement pas seulement la fatigue du sportif non-endurance. C'est même le même mot peut avoir des significations, très différentes, comme effectivement, ce qui se passe quand on a couru un trail ou un ultra trail ou quand on va faire une course de vélo ou VTT, peu importe, un sport d'endurance. Donc ça, on va plutôt parler de fatigabilité, de fatigue aiguë, de fatigue neuromusculaire. En tout cas, c'est une fatigue qui peut être très intense. Effectivement, quand on a fini un UTMB, on peut être effectivement, très fatigué, voire avoir des douleurs et cetera. Mais, quand on s'arrête, on récupère. 99,9% ou 99,99% des gens récupèrent sans aucun problème, sans aucune séquelle, même si, la fatigue est très intense. Et puis, le même terme fatigue peut être utilisé pour, les personnes qui sont, traitées pour un cancer, qui ont une sclérose en plaques, qui sont passées en réanimation, qui ont tout un tas de maladies, chroniques, voire même qui, sans raison apparente, peuvent, un jour, sentent fatigués et cette fatigue, elle s'installe et elle dure. Alors, on est tous fatigués dans nos vies, travailler un peu trop, quand on dort pas assez, quand on a des enfants et cetera. Quand on voyage et on manque un peu de sommeil et tout ça, tout le monde a déjà expérimenté la fatigue, mais quand cette fatigue, elle s'installe sur la durée, en général, on considère qu'au bout de 6 mois de se sentir comme ça, un petit peu vidé, manque d'énergie, y compris le matin quand on se lève, on se sent déjà fatigué. Alors quand on est dans cet état-là pendant 6 mois, on considère que l'on est en état de fatigue chronique et ça, cette fatigue-là, bien sûr, elle est, très, très, très problématique. C'est quelque chose dont on parle, un petit peu, heu, quand on parle de burn-out ou des choses comme ça, mais qui n'est pas suffisamment, que de mon point de vue, même s'il est pas tout à fait objectif évidemment, pas suffisamment, mis sur le devant de la scène dans le sens où on considère: «Bah oui, vous êtes fatigué, vous avez qu'à vous reposer». Mais non, c'est pas comme ça. Chez les gens, ils aiment beau se reposer, les heures du jour et de la nuit, ils arrivent jamais à récupérer et donc il faut, c'est vraiment un problème parce que ça impacte, la vie sociale, la vie familiale, la vie, professionnelle. Donc c'est voilà, c'est pas du tout un sujet de niche qui, moi je pense qu'il y a c'est un problème qui est complexe, difficile à traiter. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a relativement peu d'études. On commence à en avoir bien sûr, notamment dans les maladies, la fatigue liée au cancer et cetera. Mais, de mon point de vue, pas assez et voilà, c'est pas du tout un sujet de recherche de niche, ça touche énormément de monde. On pourrait dire que peut-être 10 de la population, est plus ou moins dans cet état-là, heu, en permanence. Mais enfin voilà, des gens qui sont fatigués chroniques, il y a beaucoup de personnes et encore une fois, ça peut même toucher les gens, qui ont pas de maladie particulière. On appelle ça la fatigue idiopathique. Donc ils se lèvent un matin, ils se sentent fatigués, puis, et puis ça dure. Ça peut être un covid, mais ça peut être, pas du tout un covid, ça peut être, pas de raison, particulière et voilà. Donc c'est ça, c'est la fatigue, chronique, pathologique, évidemment. Autant, quand on a affaire à un athlète qui est très fatigué, on va avoir du mal à le craindre parce qu'il a choisi de le faire.
temps, pour le patient ou une personne, pas forcément. Du coup, s'il y a toujours de fatigue chronique sans que ce soit associé à une maladie, bon, on appelle ça quand même un passionné parce que c'est les maladies en soi. Ça, c'est un symptôme, important, invalidant. Bah, là, évidemment, c'est très problématique et plus important et voilà, donc on essaye nous de travailler là. Pourquoi moi je suis arrivé, à travailler là-dessus? J'avais commencé au début de ma carrière, plutôt, à m'intéresser uniquement à la pratique du sportif, notamment assez vite à la pratique du que ça correspondait un petit peu aussi à nos pratiques et à mes en et voilà, il y a pas de mystère, je ne le cache pas. Je pense que c'est quand même intéressant, ça apporte, c'était justement avant de faire ce podcast, de relire un papier qu'on écrit avec un collègue, on essaie de montrer que, bah, oui, de faire des recherches sur la fatigue, du coureur ultra, ça peut être, avoir un intérêt autre que simplement pour les coureurs d'ultra eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai commencé par m'intéresser à ça et pourquoi je me suis intéressé, relativement vite, dans ma carrière, c'est plutôt des patients. Heu, Pourquoi moi en tant que physiologiste de l'exercice, notamment pour dire quel est le lien avec l'exercice, et ben, il se trouve que l'activité physique est le seul moyen de sortir vraiment, de façon significative. Alors il y a d'autres outils évidemment, hein, comme les thérapies, cognitivo-comportementales, ce genre de voilà, et c'est un peu psychologique, voire d'autres interventions. Mais quand même, je suis convaincu que l'activité physique est le seul moyen de sortir par le haut de cette, fatigue chronique pour 95 des gens. Il y a peut-être effectivement une petite fraction des gens à qui l'exercice peut être, plutôt, délétère, mais c'est vraiment une toute petite fraction. La plupart des gens, pourront bénéficier en termes de fatigue d'activité physique. On appelle ça traiter le mal par le mal. En gros, si Mmh. le tu fatigué, il faut commencer par se fatiguer. Ouais, oui, c'est vrai que c'est difficile, je pense, à entendre pour, pas mal de personnes parce qu'on se dit: «On est déjà fatigué, pourquoi se refatiguer derrière?» mais OK. Ah, quand tu es fatigué, la seule chose dont tu as envie, c'est de te mettre dans ton canapé et de te reposer. Mais c'est bien légitime et il y a pas du tout de problème avec ça et il y a évidemment encore moins de jugement de valeur, sauf que ça marche pas. Donc, faut essayer alors, il faut pas le faire n'importe comment, il faut pas dire: «Allez, on se bouge le cul» et cetera. Non, comme ça, il faut aussi y aller progressivement avec, voilà. Donc c'est pour ça que, bah, il y a des spécialistes d'activités physiques adaptées qui peuvent aussi, jouer un rôle et aider les personnes à se remettre en mouvement, à les motiver déjà, parce que finalement le plus dur, c'est ça paraît un peu simpliste, mais il y a une part de vérité quand même de dire le plus dur, c'est de s'y mettre. Faites ça pendant, 2-3 mois, oui, des luxe et déficits et cetera. Essayez de le faire pendant 2-3 mois progressivement et encore bien d'activité physique. Attention, il ne s'agit pas d'aller courir forcément, simplement de marcher, de faire un peu de d'activité chez toi. Ça peut être du yoga, ça peut être des choses, voilà, c'est simplement des choses aussi simples que ça, mais il y a des outils même sur internet. Mais le mieux, c'est d'être un accompagné et après la difficulté, c'est, même si on y a ces spécialistes d'activité physique adaptée, hein, qui a des formations, des cursus STAPS à part entière, qui a de plus en plus de succès et il y a pas de hasard, hein, comme les gens sont de plus en plus sédentaires et on aura de plus en plus, malheureusement besoin de ces gens-là. Moi, j'aimerais qu'on ait plus besoin de spécialistes d'activité physique adaptée. Ça voudrait dire que tout le monde est actif et que tout va mieux. Pas pour demain, si tu veux mon avis. Donc voilà, ces gens-là, ils sont là, ils sont formés. Bah, bon, évidemment, le problème, c'est qu'il faut les payer et donc c'est une histoire de finances. Où est-ce que le gouvernement met ses financements, continue à remplir le pot sans fond, de l'hôpital. Puis, voilà, on connaît le pays d'hôpital, donc certes, on va dire, je suis pas en train de dire: «Ouais, il faut arrêter de donner à l'hôpital». Je suis en train de dire et c'est pas moi qui le dis, hein, moi je suis pas un spécialiste, mondial de la prévention, mais les vrais spécialistes de la prévention, en santé publique te disent: «Oui, il faut arrêter de mettre des sous dans l'hôpital et mettre cet argent dans la prévention» et là, on sera gagné. Il y a des pays comme la Suède, par exemple, qui ont franchi pas des et voilà. Donc, la prévention, évidemment, ce n'est pas seulement la prévention par l'activité physique, mais même si là encore, mon avis est un peu biaisé, je suis quand même persuadé que l'activité physique doit être assez vite, dans le haut des classements des interventions qui peuvent aider. Voilà, voilà. Tu parlais un peu plus tôt, du fait que, les personnes avec qui tu travailles étaient assez variées, des patients aux athlètes, que ce soit d'ultra ou autres.
Toi, parmi toutes ces personnes-là que tu vois tous les jours, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois et qui nous causent, de la fatigue? Alors ça dépend de qui on parle. Là, je Ouais, il faut spécifier. Hem, alors après moi je vois pas non plus, tous les jours, je suis pas médecin, je j'ai pas de patientèle, de assez peu à travers vos études, puis peut doctorant qui côtoie les personnes. Mais globalement, je pense qu'un des risques, qui existent, c'est, là on va parler des patients, hein, les personnes, pas des athlètes, encore que, peut-être que c'est valable dans les 2 cas. Le risque, c'est de vouloir, peut-être trop en faire trop vite. On veut, oui, on se dit: «Allez, je me mets à l'activité physique», et donc je vais, surtout des personnes qui ont arrêté de faire du sport ou d'activité physique pendant de nombreuses années et qui se souviennent quand ils avaient 20 ans ce qu'ils faisaient, vouloir tout de suite recommencer alors qu'encore une fois, ce qui est important, c'est quand même la progressivité. Il faut accepter de commencer par, ouais, il faut pas aller courir tout de suite. Quand on a rien fait depuis 20 ans, depuis 10 ans, on peut pas, et donc le projet 0%, ça va bien montrer ça. C'est-à-dire qu'on va pas demander aux gens d'aller courir tout de suite 20 minutes. On va commencer par leur demander de courir peut-être 1 minute, le reste du temps et on marchait. Et puis encore marcher, dans un premier temps, ça sera pas marcher, 2 heures, ça va être marcher un petit peu et ensuite peut-être, en lendemain, on perd 2 minutes, de course. Donc voilà, vraiment y aller de façon progressive. Il y a des faut surtout faire attention justement de pas, de fatiguer plus que de raison non plus. J'ai accompagné le mal par le mal. Évidemment, si tu commences par aller courir 1 heure, tu as rien fait depuis 20 ans, tu risques de te blesser, de te dégoûter, de te fatiguer et si tu insistes un peu, quelqu'un qui sera un peu volontaire, mais finalement, là, pour le coup, il va vraiment se faire du mal. C'est pour ça que l'activité physique, elle doit vraiment être, adaptée aux capacités de la personne, à son sexe, à sa motivation, à ses envies. Et c'est en ça qu'avoir quelqu'un un expert, à ses côtés qui nous guide ou d'aller même dans des associations on a la chance en France d'avoir un tissu associatif qui est quand même important, avec des assos qui font de plus en plus dans différents sports. Je ne parle même pas uniquement de GI volontaires et cetera, mais il y a quand même beaucoup de villes, de villages en France où il y a de grandes associations, y compris de sport, santé. C'est la fédé d'athlé qui avait commencé, il me semble, mais il y a eu beaucoup de fédés qui se sont mises aussi. Donc, voilà, quand on va dans un club, c'est pas pour faire de la compétition. Nous, je vois, il y a beaucoup de choses qui existent, pour aller bouger. Donc, voilà, on est accompagné d'une façon ou d'une autre. On a la chance de pouvoir bénéficier d'un prof, d'activité physique adaptée. Évidemment, c'est encore mieux, mais en général, quand on en est là, c'est quand on en est rendu là et qu'on est déjà, malade parce que on commence à y avoir des choses qui sont mises en place par le gouvernement pour y compris rembourser, des interventions comme ça, mais c'est réservé à certaines pathologies, rares. Hem, bon bref, quoi qu'il en soit, pour répondre à ta question, voilà, à mon avis, un des principaux problèmes, c'est, de vouloir trop en faire trop vite, que ça soit pas adapté, et voilà et c'est pour ça que je disais que ça peut être, également vrai pour des sportifs qui, oublient souvent aussi de alors pour des raisons un peu différentes, mais, ils sont eux, pour le coup, ils sont tellement motivés que, notamment dans les sports, d'endurance, bon, c'est peut-être pareil dans d'autres sports, mais je connais moins. Donc, les sportifs d'endurance souvent voilà, ils ont un objectif et ils veulent absolument, évidemment faire le mieux possible et j'oublie de ce que l'entraînement fait partie de la récupération, que l'entraîne que la pardon, que la récupération fait partie de l'entraînement dans l'autre sens et que la récupération est ce qu'on appelle l'entraînement à vie et bah, donc et encore une fois, c'est par manque de connaissances. Souvent le raisonnement, c'est de dire: «Bah, le plus je m'entraîne, le mieux c'est». Et c'est pas des causes, c'est ça la cause. Ah, c'est intéressant, justement, je comptais parler de la récupération un peu après, mais c'est vrai que on a les sportifs, bon, les sportifs qui nous écoutent et qui, se demandent comment bien doser la charge d'entraînement entre s'entraîner assez et pas se surmener. Du coup, tu dirais que c'est vraiment, privilégier autant la récupération que l'entraînement qui est important? Oui, oui, et quand on parle de récupération, je dis pas d'aller chercher les derniers produits de récupération à la mode, dernière méthode, qui va bien. Alors je dis pas que des bons produits de récupération n'en servent à rien. Je dis pas que d'utiliser l'eau fade, par exemple, pour mieux récupérer, ça sert à rien. Mais il y a quand même, simplement déjà se reposer, dormir, bien manger, c'est déjà pas mal pour la majorité des gens. C'est pas la peine de se précipiter sur le dernier complément alimentaire à la mode. Donc, quand on parle de récupération, on parle de ça, hein, de pas en faire trop, de savoir effectivement récupérer, de récupérer complètement. C'est-à-dire, c'est pas de dire: «Bah,
là, je vais faire un footing de récupération. Non, c'est pas forcément un footing, c'est pas de la récupération. Ça reste une charge mécanique, physiologique pour le corps. Donc, faut aussi savoir couper complètement, y compris ne plus courir du tout chaque année pendant plusieurs semaines, voire ne plus faire de sport du tout pendant plusieurs semaines. Et ça, les athlètes qui sont dans leur... alors, je parle même pas de ceux qui sont addicts au sport parce que c'est même pas la peine, là, on les a perdus, mais ça, c'est un autre problème. Mais même les gens qui sont pas forcément addicts, mais qui sont parfois la frontière, elle est un petit peu ténue entre des comportements addictifs et la vraie addiction. Mais voilà, les gens qui auraient un petit peu juste cette tendance-là, bah, c'est vraiment important d'avoir encore un coach, là on parle plus de prof d'appât, mais d'un spécialiste d'entraînement qui est l'immobilière Stat, pour aller leur dire: «Attention», et puis il y a d'autres formations fédérales et cetera, mais hem, pour aller leur dire: «Attention là, voilà, voilà ton plan d'entraînement qui comprend des semaines de relâchement, de récupération», et même si tout ça n'est pas un tout petit peu cadré, heu, c'est pas très simple dans le sens où il y a pas un outil qui te dit: «Bah, là, c'est le moment de retourner t'entraîner». Ça existe. Il y a quelques éléments qu'on peut prendre en compte, et le premier, c'est quand même percer des chemins quand on a de sa propre fatigue. Mais parfois, ça peut être un peu outrepassé par la motivation, en disant: «Bah, non, tu es fatigué, c'est dans la tête, et qui ne bouge plus, tu y vas». Pardon, on n'a pas le droit de dire de bons mots quand même. C'est c'est déjà la deuxième fois il y a pas, il y a d'autres outils comme, un peu plus élaborés, comme la variabilité de la fréquence cardiaque ou ce genre de choses, mais puis il y a des outils maintenant qui sortent comme, la fatigue, basse fréquence. Bon, je ne vais pas citer des noms de la marque, mais il y a des outils qui commencent pour aider les sportifs, à essayer de jauger un petit peu leur niveau de fatigue musculaire général, système nerveux autonome. Mais bon, tout ça, c'est déjà, presque, réservé à des gens qui s'entraînent pour le foot vraiment vraiment beaucoup et cetera. Quand on parle des sportifs, amateurs, de base, il y a même pas forcément besoin tout de suite de ça. Par contre, il a besoin de carrer les choses assez vite et donc de se faire suivre parce qu'on est un très mauvais juge sur soi-même. OK, qui donne un avis extérieur. Alors ça peut être, juste le coach du club du coin, ou ça peut être, un peu mieux, parce que pour un pays coach évidemment c'est mieux, c'est pas tout le monde. Et puis juste en peut-être en discutant avec d'autres athlètes, en allant lire d'excellents livres, que j'ai publiés, non je plaisante, mais se renseigner, y compris dans les magazines, là je parle plus de très grands livres, je connais un peu mieux ça, mais voilà, il peut y avoir aussi des articles sympas parfois dans ce genre de magazine, donc ouais, se d'occuper sur internet. Non, évidemment internet, il y a à boire et à manger, mais il suffit je pense de cibler un peu les bonnes personnes. Je vais pas donner le nom parce que si j'oublie, ils vont pas être contents. Mais voilà, il y a des gens qui sont un petit peu plus, un peu plus connus que d'autres et qui peuvent, bon, pour que ça, je pense pas que ce soit de nos jours avec les réseaux sociaux, je pense sûr que le nombre de vues et les gens qui sont connus, ça soit forcément un gage de crédibilité et de connaissances. Mais bon, en tout cas, et ouais, essayer de trouver les bonnes personnes, les bonnes ressources pour éviter de faire au moins des erreurs un peu majeures qui peuvent vous conduire en mur, quoi, en termes de fatigue et après, sans aller jusqu'au surentraînement qui est pour le coup quelque chose de pathologique aussi, en tout cas à la blessure, à la démotivation et à l'arrêt d'entraînement. Le but, c'est quand même, au-delà de moi je pense que la compétition, c'est surtout une bonne excuse pour aller, faire les fous en montagne, s'éclater, se faire plaisir, être en bonne santé. Je vois c'est pas la compétition pour la compétition, ceux qui font s'inscrivent à l'UTMB juste pour dire: «J'ai fait l'UTMB», puis qu'après retournent à leur vie, vie attachante. Bon c'est un dire autant pis pour eux. Quand on s'intéresse à la fatigue, tout il y a des termes, qui ressortent, par exemple fatigue, centrale et périphérique. Heu, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais expliquer en termes simples ce que c'est? Ce que ça veut dire? Déjà, quand on parle de fatigue centrale périphérique, on ne parle que de la fatigue aiguë du sport. Ça n'a même si on peut utiliser les méthodes que j'ai expliquées dans 2 minutes avec les patients, on s'intéresse aussi à la fatigue aiguë dans nos travaux. D'ailleurs, c'est un axe fort de nos recherches, c'est de quand même, heu, évaluer la résistance à la fatigue aiguë, donc la résistance à la fatigue liée à un exercice chez les patients, pour voir si par hasard ça pourrait pas jouer un rôle dans cette fatigue, globale, cette fatigue, chronique. Et la réponse est, plutôt oui, et ce qui est un élément en plus pour, expliquer pourquoi l'activité physique
est bénéfique, pour les patients parce que quand on est un petit peu plus enfant, tout nous paraît un petit peu plus facile d'un point de vue physique et même mental, même si l'activité physique, a d'autres, vertus que simplement le fait d'être moins fatigué à l'exercice. Mais on pense que ça peut jouer un rôle, petit ou grand, j'en sais pas rien, ça dépend des gens, mais en tout cas ça peut jouer un rôle. Donc quoi qu'il en soit, quand on parle de fatigue centrale périphérique, on parle plutôt de la fatigue du sportif. C'est ce que j'appelle aussi la fatigue, neuromusculaire. Donc neuromusculaire, tout est dans le titre. C'est-à-dire que c'est à la fois la fatigue du sportif, contrairement à ce que si on demande à quelqu'un de la rue de dire, «Bon, les sportifs sont fatigués», oui, les sportifs sont fatigués. Pourquoi? Parce que, leurs muscles sont fatigués, parce qu'ils ont de l'acide lactique, parce qu'ils manquent d'énergie et cetera. Ça, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Donc ça, c'est la partie musculaire. Hem, qui est d'ailleurs pas seulement liée à l'acide lactique, loin s'en faut, mais il y a aussi la partie c'est neuromusculaire et donc ça, la partie musculaire, c'est justement ce qu'on va appeler la partie périphérique et le neuro, ça va être la fatigue centrale. C'est-à-dire que le muscle, on est moins fort, moins puissant, moins performant, pas seulement parce que notre muscle est moins performant, mais aussi parce que notre cerveau est fatigué. Quand je dis notre cerveau, c'est notre système nerveux et donc c'est l'incapacité du système nerveux à commander la contraction musculaire, ça, c'est ce qu'on appelle la fatigue centrale, d'accord? Et la fatigue périphérique, pour le coup, c'est, tout ce qui touche au muscle, et qui est vraiment localisé dans le muscle et qui peut être localisé à différents endroits. Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles un muscle, juste un muscle est moins performant, mais c'est pas que ça. C'est aussi qu'il peut recevoir moins d'ordres, d'informations du cerveau, pour se contracter. C'est comme s'il y avait, un peu un mécanisme de frein, d'autoprotection en disant: «Non, non, le muscle est déjà assez fatigué, donc il faut que le cerveau arrête de lui envoyer des messages pour se contracter au maximum». Ça, c'est une interprétation à lui. Voilà, donc c'est ça la fatigue centrale, c'est, l'incapacité du système nerveux à contracter les muscles et la fatigue périphérique, c'est ce qui se passe dans le muscle. Encore une fois, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être la conduction des potentiels d'action sur le muscle, ça peut être le largage de calcium dans le muscle qui fait qu'il y a moins de ce qu'on appelle de condactylmyosie. On peut peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais ça peut être les fibres elles-mêmes qui fonctionnent moins bien, ça peut être, le flux sanguin qui est empêché de d'ischémie, locale, ça peut être, un manque d'énergie quand même, malgré tout. Bon, donc, en sachant qu'il y a un lien, très fort entre le muscle et le système nerveux. Évidemment, le muscle ne peut pas se contracter s'il y a pas de système nerveux, mais quand le muscle renvoie, des informations au système nerveux pour lui dire: «Ouh là, attention là, il te passe un truc là, on commence à avoir pas mal d'acidité là, c'est pas trop bon». Ouais, là, c'est pour ça que c'est un peu les pistes pour nous inciter à ralentir. Ouais, il peut y avoir, bon, on a couru en descente, il y a un petit peu d'inflammation, ça fait mal aux jambes aussi, c'est des courbatures, voilà, donc il y a toujours un dialogue comme ça entre le système nerveux et le muscle. On a eu l'occasion un peu de parler, de récupération tout à l'heure rapidement. Toujours à ce niveau-là, quels sont les indicateurs, les plus fiables, selon toi pour mesurer, la fatigue, en tant que coureur sans être scientifique et avoir accès à tout ce qui est possible? Bah, comme j'ai expliqué un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est pas facile. C'est vrai que les indicateurs, fiables, objectifs qui me permettent de dire: «Bon, là, tu es fatigué, il faut te reposer», ça tout simplement pas. Donc c'est pour ça qu'il y a, je parlais de ces tentatives qui sont faites pour aller mesurer la fatigue, musculaire, notamment la fatigue basse fréquence, mais avec des outils qui, de mon point de vue, sont pertinents, mais j'ai un peu un conflit d'intérêts et que ça, je rentre pas trop dans les détails. Je n'aime pas trop mélanger les choses. Mais bon, voilà, ça existe quand même, il y a des publications qui ont été faites, donc c'est pas juste moi qui dis, c'est génial, voilà, quand même un peu c'est supporté un peu par la science, même s'il reste, pas faire ça. Hem, il y a des outils qui existent plutôt sur la fatigue générale, alors il y a des outils de genre psychométriques, enfin des échelles de fatigue un peu, plus ou moins basiques d'ailleurs, peuvent être juste une échelle de 0 à 10 qu'on appelle, le ROF, Rate of Fatigue, où on l'a validé en français, donc il existe en français où on va valider, mais c'est pas juste, le code de 0 à 10. Il y a quand même, un protocole à respecter, mais bon, ça reste quand même une échelle, fatigue et rien que le fait de le mettre par écrit régulièrement peut permettre de prendre conscience du fait que, oui, on se sent,
on était à un certain score et puis, le score il change, pendant plusieurs, jours, plusieurs semaines donc, bon, il y a quand même une tendance alors que si tu le notes pas, tu vas forcément penser à ça. Donc je pense que ça vaut quand même le coup et puis après il y a tous les outils, qui existent en termes de variabilité de la fréquence cardiaque. Donc là, il y a beaucoup de fabricants de montres, d'interfaces entre les athlètes et les coachs, qui, utilisent, qui proposent des outils. Alors attention, c'est comme ça marche bien, là forcément il y a un peu à boire et à manger. Donc il y a des protocoles et tout le monde n'est pas d'accord sur la meilleure façon de faire. Certains préfèrent mesurer la fréquence cardiaque la nuit, d'autres le matin au réveil. Bon, ce qui semble ressortir quand même que le mieux, c'est de le mesurer, le matin au réveil pour, un meilleur indicateur de comment tu te sens, prêt à refaire un effort. Mmh. En fait, la nuit, c'est peut être bien aussi, mais c'est plus impacté par ce que tu as fait la veille. Et puis dans tous les cas, il ne faut pas mesurer la fréquence cardiaque à la montre, ça marche pas. Marche pour aller, globalement, si tu fais un footing et que regarder à quelle fréquence tu es sur un état stable, regarder à quelle fréquence cardiaque tu es, oui, ça peut marcher, dans une certaine mesure. Mais, pour mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque, il faut à minima, ceinture. OK. Ouais, non, c'est intéressant. Je pense que la plupart des athlètes qui nous écoutent, bon, c'est pas des athlètes pros, c'est des gens qui ont un travail, une famille et cetera. Donc ouais, je pense que le réflexe qu'on peut avoir tout de suite, c'est de regarder la montre. Du coup, ouais, c'est important de savoir qu'il faut une ceinture et les selles de 0. Montre, on va pas citer une marque, mais qui donne juste sur la base de, la fréquence cardiaque mesurée au poignet la nuit, des indicateurs de fatigue. Alors il y a pas ça là dans la boucle de la fréquence cardiaque, mais ça revient un peu à ça, hein. Même si des fois c'est un peu des boîtes noires, on ne sait même pas trop comment ils arrivent à donner leur score. Mmh, ouais, à partir du moment où c'est mesuré au poignet, ouais, je me et des et l'outil en lui-même mesuré, à la ceinture est pertinent. Alors, par le passé, c'était même carrément, on disait il fallait des électrodes, même la ceinture, ça marche pas. Bon, puisque je suis un spécialiste mondial de la variabilité de la fréquence cardiaque, mais quand même, si tu as une ceinture, que tu fais les choses avec là encore, c'était pas un certain protocole, c'est-à-dire que ça soit le matin au réveil, sans que tu aies une alarme, après tu as les toilettes, tu te recouches, parfois ça c'est un peu fait faire, coucher et un flip debout. Mais bon, déjà, je pense, coucher dans les bonnes conditions, 5-6 minutes, bon, ça donne déjà des informations. OK. J'aimerais revenir sur un de tes livres, sur, l'UTMB, notamment. Tu as écrit des livres très lus, sur le trail, sur l'ultra trail. Tu en parlais, toi, c'est un peu ton domaine de prédilection, en tout cas dans les sports, d'endurance. Qu'est-ce qui t'a fasciné, toi, dans cette discipline? Pourquoi s'intéresser à l'ultra? Bonne question. Heu, moi, je crois que je me suis intéressé et j'ai pratiqué l'ultra parce que j'avais un corps qui était fait pour ça. Je crois que quand on a des caractéristiques physiologiques qui correspondent, à un sport et c'était mon cas, c'est-à-dire j'ai les fibres, bon, je le dis parce que j'ai fait une biopsie musculaire pour une de mes études et donc je sais quel est le pourcentage de fibres, lentes que j'ai dans mes cuisses et sans surprise, c'est 86. Donc clairement, bon, là, j'avais pas forcément besoin d'une biopsie pour savoir que mon record sur 100 mètres, c'est de 16 secondes. Donc voilà, tu as dit beaucoup de choses. Donc c'est sûr que, faut taper au niveau de Usain Bolt. Donc c'est même l'inverse, c'est effectivement, donc je suis, quelqu'un de très lent et pas seulement intellectuellement, physiquement aussi. Mais, dans la blague à part, voilà, c'était clairement, mon phénotype et du coup, naturellement, je pense que j'ai été attiré par ces disciplines au long cours. En plus, ça correspondait, mais je pense que c'est pas lié à mon enfance où j'ai pu avoir l'occasion de faire du ski de fond et cetera, où mon père, il me faire du ski de fond, du vélo et cetera. C'était, parce que ça suffit pas, hein. Si je veux dire, si j'étais né avec des plus rapides, j'aurais pu avoir toute cette enfance-là. Je serais pas devenu un athlète d'endurance, comme ça, mais compris en plusieurs années. La génétique quand même sur ces aspects-là au moins, elle est vraiment importante. Donc mais bon, oui, ça tombait bien que ça correspondait à mes caractéristiques et donc je me suis, du coup avec un certain succès, pendant mon enfance sur les courses, voilà, c'est je dis comme du monde, hein et quand tu, gagnes des courses, de ski de fond en étant un peu de gamin, des choses comme ça, avec un pied en UNSS, et que bon, tu vois bien que ton père est fier de toi, ça peut t'encourager à continuer, moi, c'est aussi un mieux. Et puis voilà, moi ça me plaisait aussi d'être dehors, de, heu,
même si je casse pas mes journées dehors, j'aime bien être dehors et puis j'aime bien dehors tout pour, quand c'est combiné avec un effort physique. Marcher pour marcher des heures dans la nature, bon, je vais pas au Chignon, enfin voilà, ce genre de choses, ça me motive un peu moins. Par contre, s'il y a une petite composante, sport, ça m'excite un peu plus et donc naturellement, je me souscris au jeu du ski de fond, du sport épique ski de fond et puis du coup, quand on est skieur de fond, c'est quand même un sport d'origine en tant que bon haut jurassien, n'est-ce pas? Un peu sport national quand même là-bas, de moins en moins malheureusement, mais bon, de moins en moins aussi, il faut dire. Quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on faisait l'été, c'était un petit peu des caroulettes, mais on faisait surtout beaucoup de marches et des courses en montagne avec les bâtons, ce qu'on appelait la marche à ski. Donc quand le trail, l'ultra trail, est arrivé, moi, ça correspondait à un âge, j'avais une trentaine d'années à peu près. Là, je parle de l'UTMB, un peu moins pour les Templiers et cetera. Ça correspondait vraiment à l'entraînement estival du skieur de fond. Donc finalement, on faisait pas on n'appelait pas ça trail running, mais c'est déjà ce qu'on faisait, en préparation pour le ski de fond. Je me souviens qu'il y avait une course, je vais te raconter ma vie, hein, c'est toi qui m'as posé la question en même temps. Heu, mais non, c'est intéressant quand même d'un point de vue historique avec un petit H, c'est que, on avait là durant une course qui s'appelle le Rallye du Cap. Donc, oui, il y a pas le mot trail là-dedans, mais c'était une course de 40 kilomètres. On partait de Saint-Claude, on montait au sommet de la Dole dans le Jura et on descendait et ça c'était du trail, c'était on courait sur le chemin et cetera. Donc on appelait pas ça peine. C'était une course qui avait été organisée pour, plutôt pour les skieurs, le club alpin français. Voilà et ça fait pas du trail running, mais c'était déjà du trail running donc voilà, c'est ce que je faisais avant même, comme monsieur Jourdain, je faisais des crêtes, sans savoir. Et pour les paris? Et beh, bah, oui, ça m'a plu forcément, ça m'a plu, c'était, génial et cetera et l'UTMB a pas mal contribué, alors moi, c'était vraiment ma course fétiche que j'adorais faire, depuis, suite, j'ai fait 5 fois et cetera. Mais je pense qu'il a aussi beaucoup influencé le développement du trail et c'est vraiment chouette. Donc voilà pourquoi j'ai envie de faire ça là, pour répondre à ta question. Ouais, donc ça fait «longtemps» entre guillemets que ton intérêt est là, quoi. Ah bah, j'ai toujours fait ça, hein, en fait. Donc quand je me souviens, les premières courses de ski de fond, je crois qu'il avait j'avais, mais 7-8 ans et j'ai quasiment su skier avant de savoir marcher et voilà, ça c'est une chance, voilà, c'est sûr s'il était né, en 9-3, ben, je serais pas là à parler de c'est comme ça. Pour les personnes qui pratiquent aussi le trail, l'ultra trail, quand ils sont en course, selon toi, quelles sont les limites à ne pas franchir niveau fatigue, que ce soit pour ne pas se mettre en danger physiquement, mentalement? Quels sont les signaux d'alarme? Ben, en fait, je vais retourner la question en disant que, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas masquer ces signaux d'alarme. Le signal d'alarme qu'on connu, c'est justement la fatigue. Typiquement, bah, c'est de plus en plus dur, de pousser sur les jambes, sur les bâtons. C'est les douleurs, c'est de plus en plus dur, de plus en plus douloureux de courir en descente. Donc voilà, les signaux, les existent, ils sont multiples de différents il y a un nombre de différentes sources, les muscles, les articulations, les tendons, le système digestif, ce que tu veux, le cerveau qui peut être en panne de glucose et cetera. Donc les signaux d'alarme et des mécanismes un peu d'autoprotection à l'organisme, il n'en manque pas. Heu et donc bon, d'ailleurs, j'ai créé un modèle de performance dans les sports d'endurance et l'ultra-endurance, ça s'appelle le modèle de la chasse d'eau qui explique ça en disant que, en gros, le modèle de la chasse d'eau, il dit que comme dans une chasse d'eau, bah, quand la chasse d'eau se remplit, à un moment donné, il y a la boule qui détecte quand on arrive bientôt au remplissage maxi et donc ça coupe le remplissage. Et ben, le cerveau, enfin l'organisme humain, il fonctionne de la même façon. On a cette perception d'effort qui augmente. Alors dans perception d'effort, je mets des douleurs, je mets un peu tout dans le même sac, qui augmente lorsqu'on est, fatigué, qu'on court. À un moment donné, les cerveaux, bah, comme la boule de la chasse d'eau, il dit: «Stop». Et là-dessus, on respecte ça, bah, les risques, ils sont quasiment, inexistants. Par contre, alors il peut y avoir des gens qui meurent d'arrêt cardiaque et cetera, mais c'est pas tout à fait la même chose ou de coup de chaleur, non, c'est pas tout à fait la même chose. On meurt pas de fatigue et par contre, là où le risque existe, c'est quand justement on prend des, médicaments pour masquer ces signaux-là. Donc je parle évidemment des excitants. On parle alors ça on peut ça veut pas dire qu'il faut pas prendre de café et cetera, mais bon, on pourrait même être jusqu'au boutiste, c'est pas mon cas, en disant même la caféine, il faudrait éviter d'enfant. Voilà, il faut jauger un peu ce qu'on a envie de faire ou pas. La caféine est autorisée, on a le droit de le faire. À quelle dose?
Ça, chacun est libre de, son âme et conscience de décider ce qu'il veut faire. Par contre, prendre des antidouleurs, pour moi, c'est déjà, autre chose. Heu, Ici, encore une fois, c'est pas interdit, donc puis rien pour l'empoisonnement. Hem Et puis surtout, ce qui est vraiment, même si c'est pas interdit, enfin, ça dépend un peu des courses, mais bon, globalement, on va dire que c'est pas interdit, c'est prendre les anti-inflammatoires. Et là, en ultra en particulier, prendre des anti-inflammatoires, bah, c'est un tout petit peu jouer à la roulette russe avec, peut-être un barillet qui est un petit peu plus que 6 balles ou 8 balles, je sais même pas combien de balles dans un barillet, mais quand même, c'est un peu jouer à la roulette russe dans le sens où, ouais, prendre des anti-inflammatoires et faire de l'ultra, c'est quand même, risquer un petit peu sa peau ou en tout cas risquer ses reins, ça c'est sûr. Donc il faut vraiment éviter de prendre des anti-inflammatoires pour remplir des traces. On le rabâche depuis des années avec, les médecins de TNB, avec mon copain Laurent Gervais et cetera. Puis et puis d'autres, hein, évidemment, quoique nous. Mais, voilà. Et donc dans tous les cas excitants, antidouleurs, anti-inflammatoires, on essaye de les casser, d'ignorer ces signaux que nous envoie l'organisme. Et ça craint rien. Mais si on fait pas ça, franchement, pas se poser de questions, le corps nous dira, le cerveau nous dira quand on est fatigué. OK. Et selon toi, dans le futur, pour la fatigue, qu'est-ce qui reste encore à faire? Qu'est-ce qui reste Quels sont les pans de ce sujet-là qui sont encore à pousser, à explorer, dans l'avenir? Fatigue du sportif ou la fatigue peu importe, qui souffre de fatigue chronique? C'est pas tout à fait la même chose, hein. Pas du tout. Pour ce qui est de la fatigue, les sportifs, bah, je pense que justement ce qu'on a commencé à évoquer en disant quels seront les outils qui nous permettent de mieux jauger le niveau de fatigue pour pouvoir adapter l'entraînement. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, à ce niveau-là. Donc, technologie, notamment, mais pas que. Hem Et puis, après, bah, toujours, c'est pas directement lié à la fatigue, mais, il y a pas des niveaux de fatigue dans des conditions particulières de chaleur, altitude et cetera qu'il faut aussi savoir, prendre en compte. Donc, bon, un peu de recherche, fondamentale sur la performance, ça c'est peur qu'on n'ait pas arrivé et on n'arrivera jamais de toute façon au bout de ça. Après on peut, réfléchir à des moyens de lutter contre la fatigue, des méthodes d'entraînement pour ça et c'est vrai qu'il y a pas mal de méthodes, hein, qui existent, mais là, on n'est plus vraiment on est toujours sur la fatigue de toute façon parce que quand on parle de performance, on parle de fatigue. Ce qu'on veut, c'est limiter l'apparition de la fatigue pour être plus performant. Donc la fatigue, elle est le centre de la performance, mais c'est pas que la fatigue, quoi, c'est tout un des outils pour améliorer la performance. Donc il y a comme des choses qui sont mises en place et il y a des programmes de recherche qui sont lancés et encore il y a un nouveau programme de recherche qui est lancé par le gouvernement pour, améliorer la performance des athlètes, notamment en vue des Jeux de 2030. Donc c'est évident que la recherche elle, après de s'arrêter, dans ce domaine comme dans d'autres. Après pour la fatigue des patients, bah, c'est, un peu différent dans le sens où, moi, je suis pas différent et pas si différent que ça à la fois. C'est-à-dire que oui, on pourrait se dire là aussi, il faut chercher des médicaments pour lutter contre la fatigue, que ce soit pour la tête ou pour le patient. Moi, je pense que c'est une voie, une impasse, mais je dis quand même, c'est pas mon domaine aussi, donc mais attention quand même aux effets secondaires, notamment chez la tête, mais pas seulement. Ou alors de façon très temporaire chez le patient, il peut y avoir des choses qui peuvent être mises en place, mais sur le long terme, c'est sûr que ça fonctionne pas. Et et après chez patient, c'est les meilleures compréhensions des causes de la fatigue. Enfin nous, sur ça qu'on est un peu en train de travailler, c'est-à-dire comment on fait pour mieux comprendre pourquoi les gens sont fatigués? Parce qu'on peut avoir le même niveau de fatigue perçu. Je peux être, donc sur mes échelles ou sur mes questionnaires, je peux avoir le même score, en disant: «Oui, je suis vraiment très fatigué» pour des raisons qui ont absolument rien à voir entre une santé et donc du coup, il y a pas tellement de raisons. Ça, c'est la théorie, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, c'est d'essayer de démontrer d'un point de vue expérimental. Bon, pour l'instant, avec, c'est peut-être poussé, je dois bien le reconnaître malheureusement. Mais après, il y a pas tellement de raisons que l'on donne le même programme d'entraînement à des gens qui sont fatigués pour des raisons différentes. On sait que ça marche. Donc c'est vrai que le fait de bouger, on prend aucun risque parce que ça marche. Maintenant, il faudrait essayer d'optimiser un petit peu le programme d'entraînement que l'on donne aux gens et moi, je pense que cette optimisation, elle passe par 2 choses, au moins, sûrement plus. La première, c'est justement que la posologie, c'est-à-dire le quelle dose d'entraînement on doit faire, à quelle intensité, quel type d'activité, est-ce que je fais de l'endurance, de la musculation, des étirements, peu importe, bah, ça, il faut l'adapter à la personne.
et notamment, je pense, adapter aux raisons pour lesquelles elles sont fatiguées. C'est-à-dire si je suis fatigué parce que je dors pas la nuit ou si je suis fatigué parce que j'ai eu un traitement de cancer qui m'a fait perdre la moitié de ma masse musculaire, c'est pas la même réponse, c'est pas le même médicament, c'est pas la même posologie, le même programme mental. D'accord? Et le deuxième facteur qui est un peu en lien, c'est d'essayer d'adapter aussi à l'état de la personne et notamment son état de fatigue actuel. Et là encore, on n'est pas encore au bout de la thèse, mais une de mes doctorants travaille là-dessus et a pas réussi à me montrer. Alors, dans tous les cas, on montre chaque fois, ça marche, on soulage la fatigue lorsqu'on fait bouger les gens. Là, il y a des fois des domaines où c'est un petit peu, les résultats sont un peu contrastés et cetera. Dans ce domaine-là, globalement, ça marche quand même plutôt bien, donc quelque part, on est content. Par contre, on n'est pas satisfait parce qu'on n'a pas réussi à améliorer les choses en essayant de jauger. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'évaluer le niveau de fatigue en début de semaine pour adapter la charge d'entraînement de la semaine et là, alors, il y a quelques résultats, mais globalement, on était suivis également, donc ça se fait des 2 programmes un peu, au long cours, mais c'est, Chili randomisé, qui on essaye de comparer à un programme d'entraînement classique versus un programme plus personnalisé. Ça fait 2 fois où, on est un petit peu déçu par les résultats. Oui, on a amélioré, la santé des gens, ils sont moins fatigués, mais on n'a pas réussi à faire mieux qu'un programme, classique. Donc, bon, peut-être que c'est juste, le renseignement qui est pas bon, j'en sais rien, mais on va pas lâcher l'affaire. On approche de la fin du podcast, mais avant ça, on a encore 2 questions de la part des abonnés, comme on le fait à chaque fois. Alors la première question, c'est une question de Christian qui demande: «Comment expliquer que des athlètes entraînés, voire pros, explosent en pleine course?» Il peut y avoir aucune raison. Il peut y avoir aucune raison. Ça peut être une mauvaise préparation. C'est-à-dire, typiquement, ils sont trop entraînés, par exemple, ils se sont pas chutés suffisamment, qu'ils arrivent à être déjà fatigués. Ça peut être une mauvaise gestion de la course, départ trop rapide, alimentation inadaptée, et ça peut être une meilleure gestion psychologique, mentale, où, bah oui, ce jour-là, ils sont dans un état de stress, et du coup, ça peut jouer aussi sur par exemple, leur système digestif, et du coup, ils vont avoir les troubles gastro-intestinaux, ça, c'est rédhibitoire, hein, enfin, non, presque rédhibitoire, donc, ça peut évidemment impacter la performance, plus. Ça peut être tout ça, ça peut bon, de matériel, donc ça en général, ça peut pouvoir exploser complètement, ça peut impacter la performance, mais en tout cas exploser, ça peut être ça et puis souvent, c'est quand même, psychologique. C'est-à-dire, et pourquoi on voit autant d'athlètes qui explosent ou en tout cas qui arrêtent? Alors exploser, je sais pas ce que ça veut dire en fait exploser. C'est ce que je dis, pas abandonner, c'est exploser, parce que c'est exploser réellement malgré tous les efforts que font les athlètes pour continuer la course. Parce que souvent, quand ce qui se passe, les athlètes, c'est, et ils sont critiqués là-dessus. Ouais, de 1, je juge pas les gens et puis 2, bon, ça me regarde pas. Mais qui est critiqué souvent les gens ne comprennent pas et critiquent les athlètes de haut niveau en disant: «Regarde, lui, il avait mis la moitié des athlètes qui abandonnent sur l'UTMB» et cetera. Bon, moi je trouve que la critique, bon, c'est ma critique internet, les réseaux sociaux à la con, mais bon, les gens ils connaissent souvent pas grand-chose ou qui de niveau, ils suivent pas dans le basket, ils savent pas ce qui vit au quotidien. Je suis en train de plaindre aux athlètes de haut niveau, mais bon, il peut y avoir un peu de stress, tiens, malgré tout, allez, des sponsors, blablabla. Et puis, surtout, c'est assez logique que quand tu as des courses sur l'UTMB où la densité est forte, si tu es plus dans tes objectifs, finalement, quel est l'intérêt? Oui, on peut dire l'esprit du sport, il faut aller au bout, il faut pas abandonner. Qui ça gêne? Qui ça gêne que les mecs ils abandonnent? Pas moi personnellement. Et qu'est-ce que j'en ai à cirer franchement que, Kylian Jornet, Matteo Blanchard, qui que ce soit, arrête une course? En quoi ça change ma vie? Si eux, ils préservent parce qu'ils ont d'autres objectifs, que ce jour-là, ils sont un peu moins bien et cetera, mais ça les regarde et là, je suis dans ma garde. Donc, bon, ouais, je sais même pas tout à fait la question, mais j'en ai retenu pour dire passer, parce que souvent on voit des choses sur les réseaux, bon, bah, c'est mais c'est voilà, on peut se il y a plein de raisons pour lesquelles la tête explose réellement en vol, mais parfois ils abandonnent sans exploser vraiment. Ils se préservent pour la suite, donc ça répond à En tout cas, le message est passé. On a la seconde et dernière question abonnée de Isa qui demande: «On a évoqué la manière, dont on identifie, repère à la fatigue». Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Heu, Quels sont les effets de la fatigue sur le long terme? sur le long terme,
Ça doit être, c'est surtout une baisse de performance, hein. C'est-à-dire une baisse sur le long terme. Si on parle de fatigue sur le long terme dans le sens surentraînement, ça peut être, un vrai problème, c'est pas seulement je suis moins performant, évidemment pour le type c'est un peu embêtant quand même de moins performant, mais ça peut toucher des choses, plus profondes que ça. Ça peut faire des gens qui sont à moitié en dépression, qui n'ont plus de libido, qui sont, voilà. Le surentraînement, là, pour le coup, c'est l'équivalent de la fatigue chronique pour les patients. On est entraîné, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu décides de te reposer, tu récupères pas de ton surentraînement comme ça, du jour au lendemain. Donc, parfois, certains en récupèrent, jamais, arrêtent leur carrière à cause de ça. Alors, attention, le surentraînement, c'est pas la surcharge, ponctuelle où tu vas effectivement, tu en as un petit peu trop fait, ton corps te dit de reposer, tu écoutes un petit peu ton corps et puis, tu te reposes et là, effectivement, quelques jours, ça peut revenir. Le vrai surentraînement, c'est justement, les situations qui sont assez rares heureusement, mais ça existe, dans le vélo, dans d'autres sports aussi, où les gens sont voilà, ont progressivement, sombré dans cette fatigue, chronique et du coup, quand ils s'en rendent compte ou grâce à bon, des personnes qui peuvent les aider et cetera, ben, là, parfois c'est un peu tard et il faut plusieurs mois pour remonter la pente et même parfois, ça remonte jamais. Donc, je sais pas exactement quel était le sens de la question. Est-ce que c'était vraiment la fatigue, je crois que c'était quoi au long terme? Fatigue sur le long terme, ouais. Terme, ouais. Donc sur le long terme, la fatigue, où on reste fatigué sur le long terme, c'est ça pour moi, c'est le surentraînement et là, on parle plus, justement, c'est le lien avec la fatigue sportive du patient justement, dont je parlais au début du podcast. C'est une vraie situation, pathologique donc les des manifestations de cette, fatigue chronique du sportif, c'est un peu comme le patient et c'est un vrai problème de santé. Guillaume, merci. Merci de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. Alors évidemment, on redirige les auditeurs vers, ton compte Instagram, tes livres. Est-ce que tu as un autre endroit vers lequel tu aimerais les rediriger? Pour aller plus loin? Dans mon site, j'ai un site internet perso, heu, qu'ils peuvent consulter où je mets pas mal de podcasts, de vidéos, d'interviews, de choses comme ça, d'articles aussi, grand public, que j'ai publiés et qu'on m'a laissé, pu mettre sur mon site internet. Donc voilà, il y a un peu des sources d'informations, sur, ma recherche, mais surtout des sportifs ou d'ailleurs, des patients qui sont fatigués, mais je pense pour ton podcast, ça sera plutôt des sportifs. Il y a pas mal d'infos sur, certains des onglets de mon site internet, donc tu mettras les liens si ça t'embête pas, sur, sur le podcast et ça je le détaille, c'est www.kinésiologie, donc comme kinésiologie, mais Guy comme Guillaume, GUI, .com. Voilà. Non, donc les réseaux, j'ai quoi? J'ai, LinkedIn, Insta, X aussi, bon, de moins en moins. Donc, j'ai gardé des comptes, mais je suis trop actif là-dessus. Je me poste un peu plus simplement mes publications là-dessus uniquement. En tout cas, ouais, je suis pas actif sur, LinkedIn et Instagram. Voilà, mon site internet, et puis les sites internet de la Graduate School, pour les étudiants plutôt qui seraient intéressés de faire des recherches en Graduate School, c'est la Graduate School PAC et KTHS, de l'université de Saint-Étienne, à Maine-et-Cher, universitaire, enfin voilà, pas mal de trucs et puis le projet qu'ils peuvent, actualité, c'est le projet Zéro Coussin et les gens peuvent aussi s'abonner aux réseaux sociaux de projet Zéro Coussin. Là pour le coup, on a à peu près tous les réseaux sociaux. On a une page YouTube, il y en a une aussi d'ailleurs, une chaîne YouTube et bon, c'est quelques leviers. Bon bref, ouais, pas mal de on essaie de pas forcément toujours avec, moi je me force un peu à faire ça, autant j'aime bien poser dans ce genre de podcast, autant les posts, sur les réseaux, ça me pèse un peu, mais j'essaie de jouer le jeu parce que, voilà, comme ça qu'on arrive à se faire un petit peu connaître malheureusement de jour et comme ça, du coup, qu'on arrive à avoir des financements pour nos recherches, donc on n'a pas trop d'autres choix que de jouer le jeu de ces réseaux sociaux. Mais, heureusement que je suis aidé par des gens qui commencent à beaucoup mieux. Merci à tous d'avoir écouté, cet épisode, avec Guillaume. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur, certains sujets. En tout cas, j'en ai appris beaucoup, pour ma part. On se retrouve, dans 2 semaines pour le prochain épisode avec, Lucas Becker. Guillaume, encore merci et puis à bientôt, j'espère. Merci à toi.